L'opératrice des secours avait déjà entendu des appels étranges, parfois absurdes, parfois tragiques. Mais rien, absolument rien, ne ressemblait à celui-ci. À l'autre bout de la ligne, une voix minuscule, tremblante, presque avalée par la peur, murmura « S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a quelque chose qui tape dans mon ventre. Je crois que quelque chose essaye de sortir. » Au début, l'opératrice pensa qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie, une blague de gamin à la recherche d'attention. Mais lorsque les sanglots étranglés de l'enfant traversèrent le combiné, son cœur se serra immédiatement. « Ça fait mal. S'il vous plaît, venez vite. Tu es enceinte ?» demanda-t-elle doucement, cherchant simplement à comprendre l'impossible. « Je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi. » La fillette paraissait bien trop jeune pour comprendre ce mot, trop jeune pour inventer une histoire aussi précise, et bien trop terrifiée pour mentir. En quelques secondes, une unité de police accompagnée d'un binôme maître-chien fut envoyée sur place. Mais rien n'aurait pu préparer les agents à ce qu'ils allaient découvrir dans les toilettes froides du relais routier. Une fillette, 7 ans tout au plus, recroquevillée sur le carrelage glacé, les joues inondées de larmes. Ses mains minuscules serraient un ventre étrangement gonflé, qui tressaillait sous son t-shirt comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose semblait se déplacer sous sa peau. « Ma puce, qui t'a fait ça ?» demanda l'officier, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible. La petite inspira difficilement, trembla, puis murmura « Mon beau-père ». L'agent se figea. « Ton beau-père ?» Elle hocha la tête et expliqua, par bribes, que l'homme lui avait raconté une histoire, un jeu spécial qu'elle devait accepter pour l'aider, lui donnant même quelques friandises avant de lui fixer quelque chose sur le ventre alors qu'elle était à moitié endormie. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais elle savait que ça lui faisait mal. Elle avait eu peur et elle voulait qu'on l'arrête. Ce que les policiers découvrirent ensuite ne se contenta pas de secouer leur service. C'était la porte d'entrée vers une horreur méthodique, un système criminel exploitant des enfants innocents d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Tu vas vouloir rester jusqu'à la fin? Cette histoire va te laisser sans voix. Avant qu'on continue, pense à t'abonner, à aimer la vidéo et dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où voyagent ces récits. L'opératrice des secours, Denise Harland, avait traité des milliers d'appels en 8 ans de service. Pourtant, dès qu'elle décrocha celui-ci, une tension instinctive se forma dans son ventre comme un pressentiment qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ce n'était pas le ton habituel, pas la respiration. À travers l'écouteur, elle entendit un souffle fragile, irrégulier, comme quelqu'un tentant désespérément de retenir ses larmes. « Allô ? Ici les secours. Est-ce que tu es en danger ?» Un silence lourd suivit, puis une voix enfantine, brisée par la peur. « Pouvez-vous m'aider ? Il y a quelque chose de bizarre dans mon ventre. » Denise se redressa instinctivement. « D'accord, ma puce. Comment tu t'appelles ?» Un reniflement. « Lila !» La voix tremblait, ténue, prête à céder. « J'ai très peur. » 2 mots, 2 syllabes qui suffirent à convaincre Denise que ce n'était pas une plaisanterie. « Qu'est-ce qui se passe, Lila ?» demanda-t-elle doucement. C'est alors que Denise l'entendit, un son sourd, comme un coup venant de l'intérieur du ventre de la fillette. Puis un deuxième, un bruit impossible. Lila étouffa un gémissement. « Mon ventre, il bouge encore. » Un frisson parcourut Denise. « Il bouge ? Est-ce que tu es blessé ?» Un troisième thump retentit, cette fois plus fort. Lila inspira brusquement, un petit cri de douleur lui échappant. « Ça m'a donné un coup !» Ça n'avait aucun sens, pas pour une enfant de cet âge, et pourtant, Denise avait elle aussi entendu le son. « Quelqu'un est avec toi ? Un adulte ? Un parent ? » « Non, il est parti. Il m'a laissé ici. » Denise sentit son ventre se nouer. « Où es-tu exactement, ma puce ?»« Dans les toilettes du grand arrêt d'autoroute. Je ne sais pas lequel. » Denise traça l'appel, ses doigts tapant frénétiquement. Le signal provenait d'un petit relais routier rural rarement surveillé. Dès qu'elle eut la localisation, elle envoya l'alerte prioritaire. Sirène, unité la plus proche, maître chien. Le tout en moins de 10 secondes. Pendant qu'elle prévenait les équipes, un nouveau bruit surgit dans le casque, un mélange étrange de raclements, de tapotements mécaniques et de quelque chose d'organique, un son qui n'aurait jamais dû exister. « Ça me fait mal !» sanglota Lila. « Ça bouge trop !» « Lila, écoute-moi. Les policiers arrivent. Il y a un chien avec eux pour te protéger. Ils viennent très vite. Tu restes avec moi, d'accord ?» La fillette haletait, chacune de ses respirations tremblant comme une feuille sous la pluie. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je veux pas... »
Je veux pas mourir !» Ces mots frappèrent Denise au cœur. « Tu ne vas pas mourir, Lila. Je te le promets. Ils sont presque là. » Mais au fond d'elle-même, quelque chose murmurait que cet appel n'était que le début d'une histoire bien plus sombre. L'agent Milo Jensen venait tout juste de terminer une patrouille de routine lorsque la radio grésilla brutalement. Unité 4, intervention immédiate. Enfant en détresse médicale, mouvement interne signalé. Milo se figea. Un mouvement interne chez un enfant? Avant même qu'il ne puisse demander une clarification, la voix de la dispatch ajouta « L'enfant est seul ». C'était suffisant pour faire monter l'adrénaline. Milo attrapa sa casquette, siffla un bref appel et son partenaire K9, un berger allemand nommé Roham, bondit sur ses pattes avec une alerte anormale. « On y va, mon grand !» lança Milo en se précipitant vers la voiture. Rome sauta à l'intérieur avant même que la portière ne claque, tournant nerveusement dans l'habitacle comme si quelque chose quelque part l'appelait déjà. Milo démarra, les gyrophares illuminant l'autoroute, tandis que les mots étranges se répétaient dans son esprit. Une fillette seule, en douleur, un ventre qui bouge. Rien n'avait de sens. Jamais un enfant ne présentait ce genre de symptômes soudainement. Pas de façon naturelle. Rome, habituellement calme en voiture, ne cessait de bouger. Il gémit, posa son museau contre les barreaux de la grille, les yeux rivés sur la route. Milo observa son agitation dans le rétroviseur. « Toi aussi, tu sens que quelque chose cloche, hein ?» Rome répondit par un souffle tendu, comme s'il voulait que le trajet s'accélère. Quand ils arrivèrent enfin à l'aire d'autoroute, le comportement du chien changea encore. Il se figea, muscles tendus, oreilles vers l'avant, sa respiration rapide et courte. Milo n'eut même pas le temps d'ouvrir complètement la portière que Roham poussa un grondement sourd, un avertissement qui glaça le sang de l'agent. « Doucement, attends !» Mais Roham ignora l'ordre. Dès que le loquet céda, il bondit hors de la voiture, tirant Milo avec une force inattendue. « Rome !» tenta l'agent, mais c'était inutile. Le berger allemand était en mode instinct pur, guidé par une urgence invisible pour les humains. Il reniflait le sol, l'air, les murs, avançant d'un pas déterminé vers les toilettes publiques. À cet instant, l'agent Riley Hart arriva en courant. « Milo, qu'est-ce qui se passe? Ton chien est... » Elle fut coupée net par un aboiement puissant de Roham. Ce n'était pas un aboiement d'alerte standard. C'était un signal rare, grave, un appel au danger. Un bruit faible, comme un grattement, retentit derrière la porte des toilettes. Rome posa ses pattes dessus, griffant frénétiquement. Milo sentit son pouls d'Airbus s'emballer. « Lila, c'est la police, on arrive !» Il poussa la porte qui s'ouvrit lentement dans un grincement angoissant. La vision qui les frappa à l'intérieur les cloua sur place. Une petite fille d'environ 7 ans, recroquevillée près des toilettes, les genoux serrés contre elle, son ventre anormalement gonflé sous son t-shirt. Ses joues portaient les traces mêlées de larmes sèches et de nouvelles qui roulaient encore. Ses yeux agrandis par la peur s'illuminèrent faiblement en les voyant. « Vous êtes les policiers ?» demanda-t-elle d'une voix minuscule. « Oui, ma puce. On est là, d'accord ?» répondit Milo d'un ton doux. Mais Roham ne resta pas derrière lui. Le chien avança prudemment vers la fillette, son museau bas, ses sens en ébullition. Il renifla le ventre gonflé et se raidit brutalement. Ce n'était pas un suspect, c'était une enfant en détresse. Et ce que Roham détectait n'avait rien de normal. Lila souleva lentement son t-shirt juste assez pour révéler ce qu'elle tentait de cacher. Milo inspira Sharply. Le ventre n'était pas seulement gonflé, il était tendu, arrondi de façon artificielle. Et soudain, un mouvement apparut sous le tissu. Une poussée. Un coup venant de l'intérieur. Riley devint livide. « Milo, tu as vu ça ?» Il hocha la tête, la gorge sèche. « Oui, et je ne sais absolument pas ce que c'est. » La fillette sanglota. « Ça recommence, ça tape encore. » Un nouveau coup retentit, plus fort, résonnant dans la pièce carrelée. Rome grogna, son corps entier tendu. Milo s'accroupit, essayant de garder sa voix calme. « Lila, est-ce que ça te fait mal ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Un autre choc secoua le ventre comme une impulsion mécanique. « Qui t'a mis ça, Lila? Qui t'a blessé ?» demanda Milo. L'enfant répondit à travers ses larmes. « Je me suis réveillé comme ça. C'était déjà gros et il m'a dit de pas toucher. »« Qui ça ?» demanda doucement Riley. Lila déglutit et murmura « Mon beau-père ». Une vague de froid traversa la pièce. Milo sentit quelque chose en lui basculer. Mais Rome, lui, avait déjà compris davantage. Le chien renifla plus près encore, puis recula d'un bond, avant de pousser un aboiement sec, claquant comme un avertissement. Il avait identifié quelque chose de dangereux.
Milo observa plus attentivement le ventre. Sous la surface tendue, il aperçut un détail anormal, une ligne parfaitement droite, une couture, une frontière. « Lila, tu peux relever ton t-shirt un tout petit peu plus ?» Elle obéit, tremblante. Milo toucha du bout des doigts la surface. Ce n'était pas sa peau, c'était un matériau synthétique, fin collé à elle avec de l'adhésif médical. Et ce qui bougeait à l'intérieur n'avait rien d'humain. Un cliquetis interne résonna soudain comme un mécanisme qui s'active. Riley recula d'un pas. « Milo, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Rome grogna une fois de plus, comme pour dire « danger imminent ». Lila pleura. « Est-ce que je suis cassée ?» Milo secoua la tête. « Non, ma puce, ce n'est pas toi. Quelqu'un t'a mis ça dessus. » Mais maintenant qu'il savait que c'était un dispositif, qu'il contenait quelque chose et qu'il bougeait de lui-même, une vérité glaciale s'imposait. Le temps était compté. Et ce qu'il y avait à l'intérieur pourrait être bien pire que tout ce qu'ils imaginaient. Le comportement de Roham changea encore, d'une manière qui fit frissonner tout le monde dans la pièce. Le chien, habituellement sûr de lui, posa lentement son museau au-dessus du ventre artificiel de Lila, comme s'il tentait de comprendre la nature de ce qu'il détectait. Mais ce qui se passa ensuite glaça le sang de Milo. Rome recula d'un pas infime et émit un gémissement inquiet, un son grave, presque douloureux, que Milo n'avait entendu que dans les situations les plus critiques. C'était une alerte silencieuse, presque intime, un signal qu'il n'utilisait que lorsqu'une vie était en danger, sans qu'aucune menace physique visible ne soit présente. « Il n'agit pas comme d'habitude », murmura Riley, le souffle court. « Non », répondit Milo d'une voix basse. « Il sent quelque chose qu'on ne voit pas. » Rome tourna légèrement autour de la fillette, reniflant l'air avec une concentration féroce, puis revint se placer devant son ventre. Il inspira profondément, 1-2 fois, comme s'il tentait de capturer une information précise. Ses oreilles tressaillirent, et soudain un nouveau mouvement secoua la surface du faux ventre. Un choc net, incongru, presque mécanique. Roham aboya immédiatement. Un seul aboiement, puissant, autoritaire, qui résonna dans la pièce. On entendit l'écho sur les carreaux muraux. L'aboiement fit tressaillir Lila, qui se recroquevilla davantage. « Tout va bien, ma belle », dit Milo en s'accroupissant. « On est là. » La fillette leva des yeux effrayés vers lui. « Il est fâché contre moi? J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Milo secoua la tête. « Non, Rome n'est pas fâché. Il essaie de te protéger. » Mais intérieurement, il bouillonnait. Quel que soit l'objet collé à son ventre, c'était dangereux. Et l'idée qu'un adulte ait pu faire ça à une enfant de 7 ans le mettait hors de lui. « Lila ?» demanda-t-il doucement. « Tu te souviens si quelqu'un a mis quelque chose sur ton ventre? Peut-être un objet, une bande, quelque chose de froid ou de serré ?» Elle hésita, les larmes aux yeux. « Je crois que quelque chose était là, ce matin, mais je sais pas. Je dormais et quand je me suis réveillé, c'était gros. » Un cliquetis résonna soudain sous la coque artificielle. Un bruit trop précis, trop rythmé pour être biologique. Riley pâlit. « Milo, ce truc est en train de s'activer ?» Milo se rapprocha, observant la fine ligne artificielle. « Ce n'est pas sa peau, » dit-il en se parlant autant à lui-même qu'aux autres. « C'est une membrane synthétique. On a collé ça sur elle comme un faux ventre. »« Pourquoi quelqu'un ferait ça à un enfant ?» demanda Riley, la colère montant dans sa voix. Rome aboya encore, mais différemment cette fois. Un aboiement court, urgent. Il tapa le sol avec sa patte, signe qu'il fallait agir. Le chien se plaça même entre Lila et le mur, comme pour la protéger d'un danger immédiat venant de son propre ventre. Milo sentit l'urgence grimper en flèche. « Il faut appeler les services médicaux d'urgence maintenant et prévenir les démineurs. Ce truc pourrait contenir n'importe quoi. » Riley activa instantanément sa radio. « Dispatch, ici l'unité 4. Nous avons un dispositif inconnu attaché à une enfant. Possibilité de mécanisme interne. Demande d'intervention des équipes médicales et EOD. Urgence absolue. »« Reçu, » répondit la dispatch. « Équipes en route. ETA 4 minutes. 4 minutes. Une éternité. » Lila gémit soudain, portant ses doigts à son ventre. « Ça bouge plus fort. J'aime pas ça. J'aime pas. » Rome posa doucement sa tête contre son épaule comme pour l'apaiser. La fillette s'accrocha à son pelage, respirant par saccades. Puis le bruit changea. Le cliquetis se transforma en une vibration légère, presque un ronronnement mécanique incroyablement inquiétant. On aurait dit une machine miniature parfaitement calibrée qui s'activait. Les secours arrivèrent enfin.
3 paramédicaux entrèrent d'abord, suivis de Captain Avery, la spécialiste EOD, une femme connue pour son sang-froid quasi inébranlable. En posant les yeux sur Lila, elle comprit immédiatement que le danger n'était pas théorique. « Tout le monde reste calme. On va procéder étape par étape, dit-elle. Le chef paramédical, Dr Carter, posa un genou au sol. Il observa le ventre, approcha son stéthoscope, puis se figea. Il n'y a pas de battement, pas de bruit organique, mais il y a quelque chose. Il retira son stéthoscope, le regard sombre. On dirait un moteur. Riley écarquilla les yeux. Un moteur? Vous êtes sérieux? Oui. Et il tourne par séquence. Avery se pencha. Laissez-moi regarder. Elle écarta très légèrement le bord du faux ventre. Sous la membrane, ils aperçurent une structure sombre métallique avec de minuscules capsules insérées dans un mécanisme rotatif. L'un des éléments vibra soudain, provoquant un sursaut de Lila. « C'est quoi, ça ?» murmura Riley. Avery inspira profondément. Un simulateur, un dispositif conçu pour imiter des mouvements fœtaux. Le choc traversa la pièce. « Mais pourquoi ?» demanda Milo. « Pour brouiller les scanners, » expliqua Avery. Pour faire croire à une grossesse, pour transporter quelque chose sans attirer l'attention. Le visage de Milo pâlit. « Vous voulez dire, on a collé un dispositif de contrebande sur une enfant ?» Avery hocha la tête d'un air grave. « Oui, et ça risque d'être un dispositif à compartiments multiples. Peut-être chimique, peut-être mécanique, peut-être instable. » Comme si la machine comprenait leurs paroles, un nouveau mouvement sec agita le mécanisme. Lila cria de peur. Roham bondit devant d'elle, aboyant, prêt à la protéger de quelque chose qu'il ne comprenait sûrement pas mais qu'il savait dangereux. Avery se redressa. « On doit enlever ce dispositif maintenant, mais si on le fait trop vite, il pourrait se déclencher. Si on le fait trop lentement, il continue de s'activer. » Elle regarda Milo, puis l'enfant, puis Roham. Quoi qu'il y ait là-dedans, ce n'était pas destiné à être découvert, et certainement pas collé au ventre d'une fillette. Le sort de Lila, et peut-être bien plus encore, venait de basculer. Le silence dans la salle de bain du relais routier devint presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le dispositif collé au ventre de Lila vibrait encore, mais cette fois de façon irrégulière, comme un mécanisme tentant de se recalibrer. Dr Carter s'approcha avec une prudence méticuleuse, observant les réactions du mécanisme au moindre mouvement. À ses côtés, Avery, la chef de l'équipe EOD, scrutait la membrane synthétique tendue sur le ventre de l'enfant comme si elle cherchait à deviner la logique interne du dispositif. « Ce n'est pas un simple conteneur », murmura Carter. « Pas un modèle amateur non plus, c'est du matériel conçu, ingénierie fine. » Riley fronça les sourcils. « Pourquoi faire? On ne colle pas ce genre de choses sur un enfant pour le plaisir. » Avery regarda Lila, dont les petites mains tremblaient tandis qu'elle agrippait la fourrure de Roham. « Pour brouiller, pour passer inaperçu. Pour transporter quelque chose qui devait rester invisible. » Une vague de terreur silencieuse traversa le regard de Milo. Il avait déjà vu des dispositifs clandestins, mais jamais un bricolage aussi sophistiqué attaché au corps d'un enfant. « On doit comprendre ce qu'il transporte, » dit-il d'une voix basse. Carter ajusta son scanner portable. L'appareil émit une lumière bleutée qui clignota plusieurs fois avant d'afficher un schéma rouge inquiétant. « Plusieurs compartiments internes, » commenta-t-il. Métallique, réparti en arc de cercle. Et, attendez, le scanner bipait désormais de façon régulière. Il détecte des micropulses comme un minuteur. Avery tendit la main. « Vous pouvez me montrer l'affichage ?» Carter lui passa l'appareil. Elle plissa les yeux. « Ce minuteur n'est pas un détonateur, c'est un activateur séquentiel. Le mécanisme interne s'ajuste à intervalles réguliers. » Riley sentit un frisson courir le long de sa colonne. « Vous voulez dire que ce truc s'ajuste tout seul ?» Exactement. Et ça veut dire que quelqu'un a calibré ce dispositif pour réagir à des périodes précises. À cet instant précis, un bruit sec retentit sous la membrane, puis un autre. 2 clics, espacés, parfaits, presque chirurgicaux. Lila gémit de douleur et serra encore plus fort Roham, qui garda sa position de protection, le museau légèrement en avant, les oreilles rigides. « Tout va bien, ma puce » murmura Milo en lui caressant l'épaule. « On est là ?» La fillette leva les yeux, toujours tremblante. « Est-ce que ça va exploser ?» Avant que Milo ne puisse répondre, Avery prit la parole. « On ne pense pas que ce soit un dispositif explosif, d'accord? Mais ça reste dangereux. Et on doit le retirer très prudemment. » Elle se tourna vers son équipe. « Donnez-moi les micro-pinces et stabilisez l'adhésif. » 2 techniciens s'approchèrent.
posant délicatement leur matériel sur une couverture étalée au sol. L'un d'eux utilisa une solution spéciale pour réduire la tension de l'adhésif médical tout autour du faux-ventre. Cette solution, vaporisée en fines particules, dégagea une odeur chimique qui fit presque reculer Milo. Lila, elle, resta immobile, les doigts agrippés au pelage de Rome. « Tu es très courageuse », lui souffla Riley. « Personne ne pourrait être aussi calme que toi. » Avery plaça les micro-pinces sous un bord du faux-ventre. Très lentement, avec une précision presque irréelle, elle souleva une fine section de la membrane. Sous cette portion révélée apparut une surface noire, lisse, semblable à du carbone compressé. « Voilà, c'est comme je pensais », murmura-t-elle. « Une coque rigide, une sorte de blindage miniature. » Carter s'approcha pour observer de plus près. « Est-ce qu'on peut voir l'intérieur ? » « Pas encore. Si j'ouvre trop vite, j'active peut-être le mécanisme. Il faut neutraliser couche par couche. » Le dispositif vibra de nouveau, cette fois plus fort, comme si l'intérieur tentait de bouger sans trouver de place. Lila hurla de douleur. Rome aboya nerveux et Milo le retint doucement par le collier pour l'empêcher d'interférer. « Ça augmente », dit Carter, la voix tendue. « Le minuteur règle un cycle plus court. » Avery respira profondément. « Alors on n'a plus le choix. Je retire l'enveloppe externe maintenant. » Elle inséra ses outils sous la membrane. Un mince fil d'air s'échappa en sifflant, signe que l'étanchéité venait de se briser. Le faux-ventre se détacha d'un coup sec. Sous la membrane synthétique, 3 capsules métalliques apparaissaient, chacune reliée à un noyau central par des fils minuscules. Et au centre, un rotor mécanique vibrait avec un bruit sec et régulier. Riley pâlit. « C'est quoi ces trucs ?» Carter porta la main à sa bouche. S'ils ont mis ça sur un enfant, alors c'est probablement de la contrebande de haute valeur. Peut-être chimique, peut-être biologique, peut-être électronique, mais rien qui devrait être proche d'un corps humain. Milo posa un genou au sol, parlant doucement à Lila. « Tu es très courageuse. On te promet qu'on va finir de retirer ça, d'accord ? Personne ne va te laisser avec ça. » Lila hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Il m'a dit de pas bouger. Il m'a dit que si ça bougeait, ça voulait dire que le jeu marchait. » Le cœur de Milo se brisa un peu plus. « Ton beau-père ?» Elle baissa les yeux. « Oui, il a dit que c'était important, qu'il gagnerait beaucoup d'argent, et que je devais être sage. » Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Riley serra les dents. « On va le retrouver, et il va payer. » Mais l'horreur n'était pas encore finie, car au moment où Avery commença à isoler la première capsule, Carter lança une alerte. « Attendez, le rotor accélère !» Le mécanisme interne se mit à vibrer comme une machine prête à s'emballer. Avery recula d'1 centimètre. Quelqu'un, quelque part, vient de l'activer à distance. Le bruit du rotor changea brusquement. Ce n'était plus un bourdonnement régulier, ni un cliquetis séquentiel. C'était un son rapide, agité, nerveux, semblable au battement désordonné d'une aile mécanique. Avery se recula à peine, mais dans son regard, une lueur d'alarme traversa sa maîtrise habituelle. Ce mécanisme n'est pas censé accélérer tout seul. Quelqu'un a activé un protocole. Dr Carter fronça les sourcils, les yeux rivés sur les capsules métalliques. Un protocole de temporisation, de déclenchement ? Peut-être les deux, répondit Avery. Mais une chose est sûre, si ça continue à vibrer à cette vitesse, le dispositif pourrait rompre. Lila gémit, portant ses mains à son ventre même si Avery lui demanda de ne pas le toucher. Chaque mouvement du mécanisme lui arrachait un sursaut de douleur. Rome se glissa encore plus près d'elle, son corps imposant placé comme une barrière vivante entre la fillette et le moindre danger. Le chien fixait le dispositif comme s'il pouvait en percevoir l'intention. Son instinct de protection poussait à l'extrême. « Il faut stabiliser le cycle », dit Carter en ajustant son appareil de mesure. « S'il s'emballe, on risque une dispersion des contenus internes. » Riley écarquilla les yeux. « Vous voulez dire que si ça explose, c'est chimique ?» Le docteur Carter répondit d'une voix grave. Pas nécessairement explosif, mais s'il y a un agent interne à libération contrôlée, oui, c'est possible. Milo sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne. Une enfant de 7 ans transformée en mule forcée, piégée par un dispositif qui pouvait déclencher quelque chose d'inconnu, c'était une pensée insupportable. Avery appela un des techniciens. « Apporte-moi le neutralisateur thermique portatif. Le rouge ou le bleu ? Le bleu ? Le rouge risque d'activer certains métaux sensibles. » Le technicien revint avec un petit appareil cylindrique qui ressemblait à un vaporisateur high-tech. Avery l'approcha du dispositif. Si on refroidit le rotor assez vite, on peut stopper le cycle avant qu'il ne passe en phase 3. Phase 3.
Milo n'osa même pas demander ce que cela signifiait. Lila tremblait, sa respiration devenant plus saccadée. « J'ai froid ?» Milo lui prit doucement la main. « C'est normal, ma puce. On est avec toi. Tu n'es plus toute seule. » Avery appuya sur la détente du neutralisateur. Un nuage de microparticules bleutées recouvrit le dispositif. Les vibrations diminuèrent légèrement, puis stabilisèrent pendant quelques secondes. Mais soudain, un bip retentit. Un bip agressif, rapide, insistant. « Non, non, non !» souffla Avery. Carter se pencha. Il est passé en mode résistance. Le refroidissement augmente son activité interne. « On coupe !» ordonna Avery. L'un des techniciens désactiva le neutralisateur. Le bip cessa. Le rotor ralentit un peu, mais restait trop rapide, comme s'il avait décidé de s'enclencher entièrement. « Ça veut dire quoi ? Mode résistance ?» demanda Riley. Avery inspira profondément. Que quelqu'un a prévu qu'on essaierait de neutraliser ce mécanisme, et qu'il est conçu pour s'adapter. Rome poussa un grognement sourd, fixant la porte cette fois, comme si son attention venait de capter une nouvelle menace. Ses oreilles se dressèrent, il inspira l'air comme un loup traquant une odeur. Milo se redressa légèrement. Il réagit à quelque chose ? Rome aboya soudain, un aboiement sec et menaçant. Il tira légèrement sur la laisse qu'Avery avait attachée à un crochet mural temporaire. Il voulait sortir. Avery comprit avant tout le monde. S'il y a une activation externe, quelqu'un doit être à proximité, quelqu'un qui surveille. Milo sentit son cœur bondir. « Lila, est-ce que ton beau-père est toujours dans les parages ?» La fillette leva les yeux, effrayée. Il a dit qu'il devait rencontrer quelqu'un ici, et que je devais attendre dans les toilettes. Riley sentit une bouffée de colère la traverser. On doit retrouver ce type, maintenant. Rome aboya encore, tirant vers la sortie. Avery regarda Milo. « Va-y, suivez-le, on garde l'enfant. Mais faites vite, si l'homme qui a posé ce dispositif est encore là, il pourrait essayer de le récupérer, ou de l'activer complètement. » Milo hocha la tête. « Riley, avec moi, Rome, montre !» Le chien bondit de toute sa force dès que Milo détacha la laisse. Il fila comme une flèche hors de la salle de bain, traversant le couloir dans un sprint déterminé. Milo et Riley le suivirent à toute vitesse. Dans le couloir, Rome s'arrêta une demi-seconde, renifla le sol, puis prit à gauche vers la zone des distributeurs automatiques. Là, il se mit à tourner en rond, reniflant frénétiquement. Milo vit aussitôt la trace d'un geste précipité. Un gobelet écrasé au sol, encore humide. Il était là ? Roham renifla une seconde fois plus profondément, puis repartit, presque en glissant sur le carrelage. Il traversa la sortie du bâtiment, se rua dans l'air froid du parking, puis bifurqua soudain vers les poubelles métalliques. Il se figea d'un coup, renifla, et grogna d'une manière qui fit lever les poils sur les bras de Milo. Milo s'approcha et regarda dans la poubelle. Un morceau d'adhésif médical, identique à celui trouvé autour du dispositif de Lila. Riley jura entre ses dents. Il se débarrasse des preuves, on est juste derrière lui. Rome sentit alors une nouvelle piste. Il tourna brusquement la tête vers la forêt adjacente, ses muscles se contractant d'un coup. Il laissa échapper un aboiement d'alerte et partit en direction des arbres. « Il s'enfonce dans les bois !» cria Milo. Ils s'y engouffrèrent, suivant Roham à travers les branches cassées et les traces fraîches laissées sur le sol humide. La forêt semblait absorber les sons, ne laissant entendre que la respiration des agents, les aboiements de Roham et les bruits de pas précipités de quelqu'un qui fuyait devant eux. Puis ils le virent. Un homme en veste bleue, courant à en perdre haleine, trébuchant presque sur les racines. Il serrait un sac de sport, lourd, qui cliquetait à chaque choc. Il jeta un regard effrayé par-dessus son épaule, vit Roham foncer vers lui et accéléra encore. « Arrêtez-vous, police !» hurla Riley. L'homme ne ralentit pas. Au contraire, il sprinta plus fort. Mais il n'était pas de taille. Rome bondit. D'un saut puissant, il attrapa la manche de la veste, tirant l'homme au sol avec une force implacable. Le sac vola à quelques mètres, s'écrasant dans un bruit métallique. Il s'ouvrit légèrement, laissant apparaître plusieurs capsules identiques à celles collées sur Lila. Milo arriva le premier, immobilisa l'homme au sol et lui passa les menottes. L'individu cria « Vous comprenez rien, j'avais besoin de l'argent, elle devait juste rester tranquille. » Riley se pencha les yeux brûlants de dégoût. « Vous avez transformé une enfant en mule, vous l'avez mise en danger, vous allez passer le restant de votre vie en prison. » Milo tira l'homme vers le chemin. On ramène tout ça à Avery, et on découvre exactement ce qu'il a transporté. Rome resta à côté du sac ouvert, grognant doucement, comme s'il savait que l'affaire n'était pas terminée. Et il avait raison, car pendant ce temps, dans les toilettes du relais,
Le dispositif sur le ventre de Lila venait d'émettre un nouveau bip. Un bip qu'Avery n'avait jamais entendu auparavant. Le bip aigu retentit une seconde fois, plus long cette fois, comme si le dispositif tentait d'annoncer quelque chose. Avery se figea immédiatement, la tête légèrement inclinée vers le ventre artificiel de Lila, son instinct de démineuse prenant le dessus. Ce n'était pas un son prévu par les configurations connues, ni l'un des signaux d'alarme habituels des dispositifs trafiqués. C'était autre chose, une étape inconnue. « Docteur Carter, renvoyez-moi le scanner maintenant !» Le paramédical glissa l'appareil dans sa main. En quelques secondes, l'écran afficha un schéma interne en rouge moiré. Avery plissa les yeux. Le mécanisme est en train de changer de mode. Carter rapprocha son visage inquiet. « Changer comment ?» Le rotor ne tourne plus en cycle. Il pulse. Il envoie des signaux internes, comme une communication. Lila retint un sanglot, ses doigts crispés autour du pelage de Roham, qui était revenu instinctivement près d'elle après avoir senti le changement de tension dans la pièce. Le chien posa doucement sa tête contre la jambe de la fillette, comme pour lui dire qu'il était là, qu'il la gardait. Avery inspira profondément. Quelqu'un a déclenché la phase d'alerte. Carter écarquilla les yeux. « Vous voulez dire que ce dispositif peut envoyer un retour d'information ?»« Oui. Et s'il répond, c'est que le signal a été reçu. » Elle échangea un regard avec les techniciens. « Ce qui veut dire que la personne qui a activé ce protocole sait que nous tentons de le retirer. » Un silence pesant s'installa. Le danger n'était plus seulement le dispositif. Il y avait encore quelqu'un dehors, quelqu'un qui contrôlait. Lila trembla. « Est-ce que ça va faire mal encore ?» Avery se pencha vers elle. « On ne va rien laisser te faire du mal, d'accord ? On maîtrise la situation. » Mais ce n'était qu'à moitié vrai. Les outils étaient prêts, les protocoles suivis, mais rien dans ce qu'elle voyait n'était prévu par les manuels. Soudain, le dispositif vibra violemment. Le rotor central se mit à tourner si vite qu'on pouvait presque sentir l'air bouger au-dessus de la coque. Lila poussa un cri de douleur, Rome bondit, prêt à intercepter n'importe quoi, même un objet inanimé s'il le fallait. « Le minuteur interne se dérègle », annonça Carter. « Ou il passe en suractivation », corrigea Avery. Elle attrapa une paire d'outils de précision. « Je dois neutraliser au moins une capsule pour ralentir le cycle. Si j'y arrive, le système se bloquera en mode sécurité plutôt qu'en mode déploiement. » Riley, revenant des bois avec Milo et le suspect menotté, se précipita dans la salle. « Avery !» Le gars dit que la machine réagit quand quelqu'un tente de la retirer. Il dit que... Avery leva une main sans se retourner. « Je sais déjà. Le signal a été activé à distance. » Milo posa le suspect au sol. L'homme, essoufflé, le visage couvert de sueur et de terre, fixait Lila avec un mélange tordu de panique et d'excuses inutiles. « Elle devait juste rester tranquille, hurla-t-il. Vous comprenez pas ? Si le truc bouge trop, ça s'emballe. » Milo le saisit par le col. « C'est toi qui as mis ça sur elle. Alors tu vas nous dire ce qu'il y a dedans ? Maintenant ?» L'homme secoua la tête frénétiquement. « Je sais pas. Je vous jure que je sais pas. Ils m'ont juste dit comment l'attacher. Ils m'ont dit que si ça vibrait, ça voulait dire que le cycle commençait et que je devais repartir. »« Qui t'a donné ça ?» rugit Riley. « Je peux pas. Ils me tueront. » Avant que Milo ne réagisse, Avery cria « Silence ! J'ai besoin d'entendre le rythme. » La pièce se tut d'un coup. Le mécanisme vibrait par impulsion rapide. 3 courtes, 1 longue, 2 courtes. Avery pâlit. C'est un code d'armement progressif. Si je n'isole pas une capsule dans les 30 secondes, le dispositif pourrait passer en libération. « Libération de quoi ?» demanda Riley. « On n'a pas le temps de le découvrir. » Avery saisit ses pinces et commença à isoler la capsule de gauche. Le rotor accéléra comme réagissant à sa tentative. Lila cria. Rome aboya, paniqué, puis posa sa patte sur le bras de la fillette pour la rassurer. « Tiens bon, ma puce, tiens bon !» murmura Milo, impuissant. Avery serra la pince autour du microfil reliant la capsule au noyau central. Elle inspira profondément. 3, 2, 1. Elle coupa. Le rotor se bloqua dans un claquement sec. Puis tout le dispositif sembla se figer. Figé dans un silence total. Un seul bip résonna. Un bip long. Avery blanchit. Ce n'était pas une désactivation. C'était une confirmation. Une confirmation de quoi ? Demanda Riley. Avery inspira profondément. Qu'une capsule a été retirée, ce qui veut dire que le système va s'adapter. À cet instant, le suspect hurla. « Non, non, vous auriez pas dû couper. Il y a un 2e cycle. Vous avez activé le 2e cycle. » Milo lui lança un regard meurtrier. « Explique-toi, maintenant ?» L'homme tremblait. « Ils appellent ça le cycle fantôme.
Si le premier compartiment est neutralisé, les autres s'ouvrent. Pas d'un coup, mais l'un après l'autre. Un bruit sourd, puis un craquement interne. Les capsules restantes vibrèrent. Avery bondit en arrière. Tout le monde, reculez, on a déclenché le mode de transition. Carter tira Lila vers lui pour la protéger. Rome se plaça devant eux, prêt à faire barrage à tout ce qui sortirait du dispositif. Dans le ventre artificiel, sous la membrane retirée, les capsules métalliques se mirent à s'ouvrir, lentement, une par une. On n'avait plus affaire à un simple dispositif de contrebande. À cet instant précis, quelque chose à l'intérieur tentait de se libérer. Le bruit que produisirent les capsules lorsqu'elles commencèrent à s'ouvrir ne ressemblait à rien de ce que l'équipe avait entendu auparavant. Ce n'était ni un clic mécanique classique, ni le bruit d'un ressort qui cède. C'était un craquement, un bruit sec, presque organique, comme si quelque chose se dépliait sous la pression du mécanisme. Avery, pourtant habitué aux situations extrêmes, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. « Tout le monde reste en arrière, je veux un périmètre immédiat », ordonna-t-elle. Les techniciens reculèrent sans discuter, formant une ligne de protection autour de Lila. Dr Carter tira doucement la fillette vers lui, tout en lui tenant la main. Rome, lui, resta collé contre elle, son regard fixé sur les capsules, comme s'il pouvait anticiper leur contenu. La première capsule pivota lentement sur son axe, révélant une minuscule cavité interne remplie d'un matériau sombre, granuleux, qui ressemblait à une poudre métallique. Carter plissa les yeux. « C'est pas explosif à première vue. Pas de chaleur, pas de réaction. » Avery répondit sans le regarder. « Non, mais c'est actif. Regarde la vibration. » Effectivement, la poudre tremblait, comme stimulée par une micro-impulsion énergétique. On aurait dit un nuage prêt à s'élever. « Quel type de substance réagit à un champ magnétique interne ?» demanda Riley, la voix plus serrée que d'habitude. « Quelque chose de conçu pour passer les contrôles de douane, » répondit Carter. « Quelque chose de très cher et très illégal. » La deuxième capsule s'ouvrit. Cette fois, ce n'était pas de la poudre, mais des microbilles transparentes à l'aspect gélatineux. Mila recula instinctivement. « C'est quoi ?» Carter secoua la tête. « Ça ressemble à des polymères à libération lente. » Riley fronça les sourcils. « Utilisé pourquoi ?» Il répondit d'une voix sombre. « Pour libérer une substance dans l'air ou dans l'eau, de façon contrôlée. » Un frisson parcourut la pièce. Si ces capsules contenaient un agent chimique ou biologique, même à petite dose, les conséquences pouvaient être désastreuses. Avery inspira profondément et posa un doigt sur la troisième capsule, la dernière encore scellée. Celle-là contient le cœur du système. S'il y a un risque majeur, c'est ici. Elle prit une micro-pince et observa le filigrane étrangement complexe qui entourait la capsule. C'est du matériel militaire, pas celui d'un labo clandestin, quelque chose de bien plus sophistiqué. Riley écarquilla les yeux. « Vous êtes en train de dire que des gens utilisent des enfants comme transporteurs pour du matériel militaire miniature ?» Avery hocha la tête. « Oui, et pas n'importe comment, avec un système de sécurité intégré, des cycles programmés et une activation à distance. Ce n'est pas l'œuvre d'un amateur, c'est une organisation. » Lila sanglota. « Je voulais pas jouer au jeu, je voulais pas... » Carter la prit doucement dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal, rien du tout. On va t'enlever tout ça. » Mais Avery n'avait pas fini. Elle appliqua un mini-senseur contre la troisième capsule. L'écran afficha immédiatement une série de chiffres défilant rapidement. « C'est un code, dit-elle, un code d'attente. La capsule attend une commande externe. »« Une commande et de qui ?» demanda Milo. « De celui qui a enclenché le cycle fantôme. Et j'ai peur qu'il attende qu'on enlève totalement le dispositif pour activer la dispersion. » À cet instant précis, un petit voyant sur la capsule clignota. Une lumière rouge pulsée, régulière. Avery recula d'un demi-pas. « Détection externe, quelqu'un tente de se connecter. » Riley prit son arme. « Il y a quelqu'un dehors ?» Milo hocha la tête. Rome la sentit. Il a réagi tout à l'heure dans le couloir. Avery inspira profondément. On doit isoler le signal. Si la connexion est établie, la capsule s'ouvre automatiquement. Carter, déjà en train de fouiller dans sa trousse, sortit un dispositif carré ressemblant à un brouilleur portatif. « Je peux couper la connexion dans un rayon de 10 mètres, mais seulement pendant quelques minutes. C'est tout ce qu'il me faut, » dit Avery. Carter activa le brouilleur. Un léger bourdonnement remplit la pièce. Le voyant rouge clignota de plus en plus vite, puis s'éteignit. « Signal coupé », annonça Carter. « Parfait. Maintenant, j'ouvre. » Elle inséra sa pince sous la troisième capsule. Le métal vibrait comme si la capsule elle-même était vivante. Elle tourna la pince d'un quart de tour. La capsule céda légèrement. « Encore un peu », murmura-t-elle.
Soudain, un choc sourd retentit dans le couloir, puis un autre, comme si quelqu'un venait de percuter la porte d'entrée du bâtiment. Rome se redressa d'un bond, grognant agressivement. « Quelqu'un essaie d'entrer », dit Riley en se précipitant vers la sortie. Avery tenta de garder la capsule stable. « Personne ne doit entrer avant que je l'ouvre. »« Alors dépêche-toi !» lança Milo en se positionnant près de la porte, arme à la main. La capsule vibrait sous la pince. Lila tremblait, les larmes aux yeux. Carter tentant de lui couvrir les oreilles pour l'empêcher d'entendre les bruits menaçants venant du couloir. « Allez, allez, ouvre-toi !» murmura Avery. Un dernier tournant, un claquement sec. La capsule s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de poudre, pas de billes, pas de produit. Il y avait un microdisque noir, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie, illuminé par un minuscule voyant bleu. Avery recula en le voyant. « Oh mon Dieu, c'est quoi ?» demanda Milo. Elle répondit d'une voix qu'il n'avait jamais entendue chez elle. « C'est un marqueur quantique, un traceur. Ce n'est pas un dispositif de dispersion, c'est un transmetteur. » Riley fronça les sourcils. « Donc, ce n'est pas dangereux ?»« Si, parce que ça signifie qu'il n'essayait pas de passer une arme. » Avery leva les yeux vers Milo. Ils essayaient de transporter une localisation, une clé, un identifiant. Milo sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Pourquoi faire ?» Avery répondit d'une voix sombre, « Pour ouvrir quelque chose à distance, quelque chose de très, très important. Et ils ont utilisé Lila comme conteneur invisible. » À cet instant précis, un bruit violent fit trembler la porte. Quelqu'un essayait d'entrer de force, et ce quelqu'un venait certainement récupérer la clé. La porte du bâtiment vibra sous un nouvel impact, plus violent que les précédents. Cette fois, tout le monde dans la pièce le sentit. Ce n'était plus quelqu'un qui essayait d'entrer discrètement. C'était quelqu'un qui avait décidé d'entrer par la force, quoi qu'il en coûte. Rome bondit devant la fillette, les crocs visibles, un grondement profond résonnant dans sa cage thoracique. Lila s'accrocha au pelage du chien en tremblant, ses yeux grands ouverts de peur. « On doit sécuriser immédiatement !» cria Riley. Milo, déjà positionné près de la porte, dégaina son arme, les muscles tendus comme s'il s'attendait à ce que la porte vole en éclats d'une seconde à l'autre. Qui que ce soit, il est déterminé. Avery, toujours penché sur le dispositif ouvert sur le ventre de Lila, souleva le microdisque noir avec une pince stérile. Le voyant bleu au centre palpitait doucement, comme un cœur artificiel. « Il n'y a plus de doute, » dit-elle d'une voix basse. « C'est un émetteur quantique, une clé unique. » Carter fronça les sourcils. « Une clé pourquoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Pour déverrouiller un dispositif externe, ou lancer une séquence à distance. Peut-être un coffre-fort numérique, une capsule, un système d'accès, ou pire, quelque chose qui nécessite une identification physique impossible à copier. » Riley se tourna vers le suspect menotté à l'autre bout de la pièce. « Alors c'est pour ça qu'ils t'ont donné ce truc, pour transporter une clé vivante, une clé dissimulée. » L'homme secoua frénétiquement la tête. « Je savais pas à quoi ça servait, je vous jure. Ils m'ont juste dit de l'amener ici et d'attendre le signal. » Un nouveau coup fit trembler la porte. Cette fois, une fissure apparut dans le cadre en métal. Milo serra les dents. « On n'a plus le temps. » Riley barricade la table contre la porte. « Dr Carter, éloignez Lila du dispositif. » Avery leva une main. « Attendez, on ne peut pas encore enlever le reste. Si j'arrache le dispositif sans neutraliser entièrement le traceur, il pourrait émettre un signal final. »« Final comme dans quoi ?» demanda Carter. « Final comme dans un message qui pourrait déclencher ce que la clé est censée ouvrir, où qu'il soit. » Lila fixa Avery avec des yeux remplis de peur. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Avery s'adoucit immédiatement. « Non. Tu es la seule ici qui n'a rien fait de mal, ma chérie. Tu es très courageuse. » Rome grogna. Cette fois, il recula légèrement, comme pour prendre de l'élan. Une odeur ou un son que les humains ne percevaient pas semblait l'alerter d'une menace imminente. Il fit 2 pas vers la porte, se plaça fermement devant Milo et Riley, puis abaissa son centre de gravité en position d'attaque. La porte vola soudain en avant d'1 centimètre, comme si elle venait d'être frappée par un bélier improvisé. « Là !» cria Milo. « Ça va céder !» Dans un réflexe, Carter couvrit Lila de son corps, tandis qu'Avery déplaçait les capsules ouvertes sur une plaque isolante. Le suspect hurla. « Vous comprenez pas, ils viennent pour ça, pour la clé. Vous devez la leur donner. S'ils repartent en sang, Tu crois qu'on va leur donner un dispositif militaire qu'ils ont collé sur une enfant ?» siffla Riley avec une colère glaciale. La porte se déforma encore. Cette fois, une silhouette se dessina derrière le verre opaque. Une silhouette massive, calme,
précise, pas un fugitif paniqué, pas un criminel désorganisé, quelqu'un de préparé. Milo sentit la tension monter dans sa gorge. Celui-là n'est pas le beau-père, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'envoyé. Avery hocha la tête. Un récupérateur, de haut niveau, et il veut la clé, pas l'enfant. Le voyant bleu sur le traceur se mit à clignoter plus vite. Avery eut un sursaut, comprenant immédiatement ce que cela signifiait. Il essaie d'établir une connexion. Il doit avoir un récepteur sur lui. Il veut activer à distance ce que la clé déverrouille, dit Carter. Exactement. Et si le signal passe, c'est fini. On ne saura jamais ce qu'il a ouvert. Milo se plaça devant la porte, arme levée. Alors on ne le laisse pas entrer. Riley poussa la table contre la porte, bloquant le passage autant que possible. Quelques secondes plus tard, un énorme impact fit glisser la table d'1 centimètre. Pas bon du tout, murmura Riley entre ses dents. Avery prit une décision. Je dois neutraliser le traceur maintenant. Carter secoua la tête. Sans matériel spécialisé? Vous risquez? Je n'ai pas le choix. S'ils mettent la main dessus ou établissent une connexion, c'est terminé. Elle sortit un petit stylet métallique. C'est un désactivateur de champ, mais improvisé. Je vais devoir toucher le noyau directement. Milo jeta un regard vers Lila. Si ça peut la protéger, faites-le. Avery approcha l'instrument du microdisque. Elle avait la main ferme, mais ses yeux restaient fixés sur le voyant bleu. 3, 2, 1. Elle toucha le centre du traceur. Le voyant clignota encore. Avery força légèrement. Le voyant passa du bleu au violet. Non, s'exclama Avery. Quoi? Cria Riley. La désactivation a échoué. Le traceur est en mode transfert. Il essaie d'envoyer les données ailleurs. À cet instant même, la porte éclata enfin, projetée contre le mur dans un fracas assourdissant. Un homme entra, grand, imposant, masqué, vêtu de noir, tenant dans sa main droite un récepteur long et fin, avec une antenne pointée directement vers Lila. Rome bondit immédiatement, comme une balle tirée d'un canon. Le récupérateur pointa le récepteur vers le traceur. Avery hurla. Non, s'il obtient la clé, il active tout le réseau. Milo tira un coup de feu. Riley aussi. Rome sauta toute griffe dehors, et le voyant violet du traceur s'illumina encore plus fort. Quelque chose, quelque part, venait d'être déclenché. Le monde sembla exploser en un seul instant. Le coup de feu, le saut de Roham, le hurlement d'Avery, la lumière violacée du traceur, tout se mélangea dans un chaos brutal et parfaitement synchronisé. Le récupérateur, cet homme vêtu de noir, masque opaque, silhouette froide, comme une ombre, réagit avec une rapidité presque inhumaine. Il pivota d'un demi-tour, esquivant la trajectoire de Roham, juste assez pour que le chien ne puisse pas atteindre son torse, mais pas assez pour éviter complètement l'impact. Roham heurta son flanc avec la force d'un boulet de canon. L'homme fut projeté contre l'un des lavabos, brisant la porcelaine dans un fracas sec. Le récepteur glissa de sa main et ricocha sur le sol. Le voyant violet du traceur sur le bureau ne clignotait plus. Il brillait d'une lumière fixe, intense, inquiétante. « Attrapez-le » hurla Milo, déjà sur le récupérateur. L'homme tenta de se relever, mais Riley se jeta sur lui, immobilisant son bras dans un mouvement professionnel. L'individu lutta, silencieusement, avec une puissance étrange, presque trop maîtrisée pour un simple trafiquant. Mais Roham était déjà revenu à la charge. Le chien bondit sur l'homme, grognant, l'empêchant de reprendre son récepteur. « Ne le laissez pas toucher à ça !» cria Avery. « On le tient !» répondit Milo. Le récupérateur cessa soudain de se débattre. Son masque, brisé sur un côté par le choc contre le lavabo, laissait entrevoir un morceau de son visage, froid, déterminé, sans la moindre trace de panique. Il les regarda un par un, puis son regard se posa sur Lila, qui observait la scène avec des yeux terrorisés, serrés contre Dr Carter. Il sourit, un sourire mince, presque imperceptible, mais porteur d'une certitude effrayante, comme s'il savait quelque chose qu'eux ignoraient encore. Avery le vit et comprit avant tous les autres. « Ils pensent qu'ils ont déjà gagné », murmura-t-elle. La lumière du traceur pulsait maintenant en rythme avec un son très faible, presque inaudible, comme un battement. Un code, une émission, une identification envoyée quelque part. Avery se rapprocha du bureau. Ce n'est pas juste un traceur, c'est un transmetteur d'identifiant. Ce signal part vers une destination précise. « On peut le couper ?» demanda Riley, « pas tant qu'il est actif. » Et il l'est, pleinement. Le récupérateur lâcha alors quelques mots d'une voix étrangement calme. « La clé a parlé, vous ne pourrez plus l'arrêter. » Milo serra le poing. « Parlez ? Où va ce signal ?» L'homme ne répondit pas. Il souriait encore.
un sourire qui fit frissonner même Roham. Avery saisit une pince, l'électricité statique dans l'air soulevant quelques mèches de ses cheveux. Je tente une coupure directe. Carter blêmit. Avery, si vous interférez avec un transmetteur quantique sans protocole, je le sais, ça peut créer un retour d'information, ou une surtension, ou déclencher ce que la clé devait. Elle s'arrêta net. Le voyant violet changea de teinte. Il vira au rouge, un rouge vif, un rouge sans ambiguïté. Riley étouffa un juron. « C'est quoi, ça ?» Avery pâlit. « Le mode verrouillage. »« Verrouillage ?» demanda Milo. « Oui, ça veut dire que la clé vient d'être acceptée. Quelque chose quelque part vient d'être déverrouillé. » Un silence de mort s'abattit dans la pièce. Même le récupérateur cessa de respirer un instant, savourant le choc qu'il voyait dans leurs yeux. « C'est quoi? Ce que ça ouvre ?» demanda Riley. L'homme finit par répondre d'une voix paisible. « Rien que vous puissiez empêcher maintenant. » Milo agrippa son col. « Dis-moi ce que ça ouvre. » Mais le récupérateur ne broncha pas. « Vous avez déjà perdu. » Rome grogna profondément, comme s'il sentait quelque chose dans l'air. Une vibration subtile. Une sorte de changement atmosphérique que seuls les animaux pouvaient percevoir. Il se posta devant Lila, son corps se raidissant. Avery, les mains tremblantes pour la première fois, parlait plus pour elle-même que pour les autres. Si la clé a transmis un identifiant, cela signifie que quelque chose de scellé, quelque chose nécessitant une authentification biologique, vient d'être ouvert. Peut-être un conteneur, peut-être une chambre forte, peut-être une séquence numérique. Elle releva les yeux, croisant le regard de Milo. « Mais ce ne sera pas local. Ça se passe ailleurs. »« Ailleurs où ?» demanda Riley. « Ailleurs dans le sens quelconque endroit où leurs opérations se trouvent. Ça peut être à 10 km ou à 200. » Le récupérateur au sol prononça calmement « à 1300 pour être exact. » Tous se tournèrent vers lui. « 1300 quoi, Miles ?» demanda Milo. « 1300 kilomètres, répondit-il. Dans un entrepôt que vous ne trouverez jamais, là où se trouvait ce que la clé protège. » Carter se tourna vers Avery. « Si le signal a déclenché quelque chose à cette distance, est-ce qu'on peut savoir quoi ?» Avery secoua la tête. « Pas sans savoir quel était le protocole, ça peut être l'ouverture d'un coffre, l'activation d'un système dormant, le lancement d'un colis, tout. » Le mécanisme sur le bureau vibra encore une fois, puis s'éteignit complètement. La lumière, le son, tout, éteint, terminé. Le signal est parti, dit Avery. La clé a rempli sa fonction. Lila éclata alors en sanglots. Je voulais pas qu'il gagne. Milo s'agenouilla et la prit doucement dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal, ma puce. Rien du tout. Tu as même fait le contraire. Tu nous as permis de comprendre ce qu'ils font. Et on va les arrêter, d'accord? Tous. Mais Avery, elle, regardait le mécanisme inerte avec une inquiétude profonde. Elle comprenait quelque chose que les autres n'avaient pas encore perçu. Une clé n'était jamais posée quelque part par hasard. Et surtout, on ne demandait pas à un enfant de la transporter si elle n'était pas essentielle. Quelque chose, quelque part, venait d'être ouvert. Et ce quelque chose était maintenant actif. La pièce semblait soudain plus froide. Et alors qu'un silence pesait, le récupérateur murmura simplement « Vous n'avez encore rien vu ». Le silence qui suivit les mots du récupérateur fut encore plus terrifiant que les coups portés contre la porte. On aurait dit que la pièce entière se figeait, suspendue dans un état d'alerte absolue. Avery fixait le traceur désormais inerte, comme si elle espérait y voir un dernier indice, une dernière pulsation lumineuse qui lui révélerait ce qu'ils avaient réellement déclenché. Mais rien. Le disque noir n'était plus qu'un morceau de métal silencieux, porteur d'un secret déjà envoyé ailleurs. Rome se rapprocha lentement de Lila et posa sa tête contre elle, la rassurant du mieux qu'il pouvait. La fillette reniflait encore, les yeux rouges et gonflés par les pleurs. Elle semblait incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais elle comprenait une chose. Cet homme, celui que Milo et Riley maintenaient au sol, avait voulu lui prendre quelque chose qu'on lui avait injustement imposé, et il était prêt à tout pour y parvenir. « Milo !» dit Avery d'une voix inhabituellement rauque. « On doit sécuriser toute la zone. Et on doit emmener ce dispositif au laboratoire militaire le plus proche. Il faut une analyse complète. » Milo hocha la tête, ses yeux encore chargés de rage. « Riley, aide-moi à escorter ce type jusqu'au véhicule. » Riley se pencha vers le récupérateur, désormais maîtrisé, et resserra les menottes. « Tu vas répondre à tout ce qu'on te pose comme question. Tout. » Mais l'homme secoua la tête. « Vous pensez que je suis important? Je ne suis qu'un messager. Vous n'arrêterez rien, pas maintenant que la clé est active. » « On verra ça ?» répondit Riley, les mâchoires serrées.
Au moment où Milo le soulevait de terre, le récupérateur glissa une phrase à voix basse, une phrase que seul Milo put entendre. « Vous devriez vous occuper de l'enfant, très vite, avant qu'il revienne. » Milo sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ils reviennent pourquoi ?» Un sourire mince étira les lèvres de l'homme. « Pour récupérer leur message, ils ne la laisseront pas en vie. » Milo resserra sa prise, menaçant. « Tu mens. »« Non, » répondit-il calmement. « Ils viennent toujours reprendre leurs traces. Et elle est la dernière. » Rome, comme s'il avait compris, se plaça immédiatement devant Lila, entre elle et le monde entier. Dr Carter s'approcha d'Avery. « Est-ce que l'enfant peut être encore en danger, même sans le dispositif ?» Avery réfléchit quelques secondes. Théoriquement, non pratiquement. Si la clé est liée à son signal biologique initial, ils peuvent encore tenter une localisation résiduelle. « Une quoi ?» demanda Riley. « Une trace », répondit Avery. Une empreinte réfléchie par le dispositif tant qu'il était attaché à elle. Même désactivé, il peut rester quelques millisecondes d'un identifiant. Certains systèmes peuvent exploiter ces résidus pour tenter une localisation. Carter blêmit. Vous voulez dire qu'ils peuvent encore savoir qu'elle existe? Oui. Et s'ils tiennent autant à cette clé, ils reviendront pour elle. Lila tira sur la manche du médecin. Je veux pas qu'ils reviennent. Je veux pas. Carter la prit doucement dans ses bras. On ne les laissera jamais te faire du mal. Avery se redressa. On doit l'évacuer maintenant. Ambulance blindée, escortée. Direction le centre hospitalier sécurisé le plus proche. Et ensuite, protection fédérale. Milo ne perdit pas une seconde. Riley accompagne Carter et Lila. Rome reste avec elle. Je vais rejoindre l'équipe d'intervention pour sécuriser le périmètre extérieur. Rome aboya doucement, comme pour confirmer qu'il ne la quitterait plus. Quelques minutes plus tard, l'ambulance se mit en route. Lila était installée à l'intérieur, enveloppée dans une couverture, tenant contre elle une petite peluche que Carter avait trouvée dans le matériel pédiatrique. Un chien policier miniature. Rome était à côté d'elle, allongé, la tête posée sur ses jambes. Ses yeux ne quittaient pas la porte, prêts à bondir au moindre danger. « Tu es en sécurité maintenant ?» dit Riley, assise en face d'elle. Lila hocha timidement la tête. « Vous allez rester ? Aussi longtemps qu'il le faudra. » La sirène résonnait dans l'air nocturne. Les gyrophares illuminaient les arbres, les panneaux, la route déserte. Un étrange calme planait après l'affrontement, comme si la tempête retenait son souffle. Carter vérifia les signes vitaux de l'enfant. « Tu es une petite guerrière, tu sais ça ?» Elle essuya une larme. « C'est Roham, le guerrier, pas moi. » Le chien leva les yeux vers elle et poussa un petit grognement doux, comme un murmure rassurant. À l'extérieur, Milo se tenait près de sa voiture de patrouille, observant la silhouette du relais routier à distance. Il parlait avec Avery par radio. « On a l'homme, d'autres équipes fouillant les bois et la zone. Mais je veux comprendre. Pourquoi ici? Pourquoi un relais au milieu de nulle part ?» Avery répondit d'un ton grave. « Parce que c'est un point mort, pas de caméra d'État, pas de surveillance fédérale, un endroit idéal pour envoyer un signal discret sans être détecté. » Et la clé avait besoin d'un déclenchement manuel, physique, proche. Lila n'était pas seulement un conteneur, elle était l'interrupteur. Milo serra les dents. Ils ont utilisé une enfant, ils l'ont manipulée. Et tout ça pourquoi? Pour ouvrir quelque chose à 1 millier de kilomètres? Avery soupira. Oui, et maintenant il faut découvrir quoi? Plus tard, à l'hôpital sécurisé, Lila fut installée dans une chambre protégée, sous surveillance. Elle s'endormit enfin, épuisée par la douleur, la peur et les heures de tension. Rome resta à son chevet, le museau posé sur ses petites mains. Carter et Riley discutèrent dans le couloir. Ce qu'elle a vécu, comment une enfant peut se remettre d'un truc pareil? Riley regarda le chien à travers la vitre. Avec nous, avec du temps, avec Roham. Et surtout, avec le fait qu'elle n'est plus seule. Milo arriva quelques minutes plus tard. Il enleva sa casquette, passant une main dans ses cheveux. L'homme en noir a été emmené, il ne parle plus. Mais on a trouvé un patch sur son avant-bras, un symbole, une sorte de logo stylisé. Avery dit qu'elle l'a déjà vu dans certains dossiers internationaux. Riley fronça les sourcils. Un groupe organisé? Oui, quelque chose de bien plus vaste qu'un simple réseau de contrebande. Ils eurent un moment de silence pesant, chargé d'inquiétude. Carter demanda « Et Lila, qu'est-ce qu'on fait après ?» Milo répondit doucement « On lui trouve un foyer sûr, on reste en contact. On lui rend visite. On lui montre qu'elle a une famille maintenant, une vraie. » Rome aboya doucement, comme s'il approuvait. Plus tard encore, alors que les couloirs de l'hôpital s'apaisaient, Milo retourna près de la chambre de Lila. La fillette s'était réveillée.
Elle caressa le pelage de Roham en chuchotant « Merci de m'avoir trouvé. Tu es mon ange gardien. » Milo sourit doucement. « Je crois qu'il a compris, tu sais, et je crois qu'il ne t'oubliera jamais. » Rome posa sa tête contre elle, Lila ferma les yeux, apaisée pour la première fois depuis longtemps. Dehors, la nuit continuait. Loin, à 1300 kilomètres, quelque chose venait de s'activer. Quelque chose qu'il devrait encore découvrir, comprendre et arrêter. Mais pour l'instant, une petite fille était enfin en sécurité, et le chien qui l'avait sauvée veillait sur elle.